commencer. Parfait. Bonjour et bienvenue à notre 11e édition de la Semaine de Cerveau en tête. Pour débuter, nous tenons à remercier l'équipe de ADVI pour leur précieuse contribution qui nous a permis de réaliser cette semaine d'activités et d'enseignement. Nous remercions également l'équipe des communications du CHUM pour le support apporté tout au long de la préparation de cet événement. Nous souhaitons aussi la bienvenue aux personnes qui nous regardent de la page Facebook du CHUM. En plus des 5 conférences midi, tous les jours, nous aurons des kiosques d'information situés au pavillon D, premier étage, Halle Saint-Denis, de 8h à 16h. Et le sujet du jour aujourd'hui au kiosque est la neuropsychologie au CHUM par les neuropsychologues Simon Charbonneau et Olivier Boucher. La conférence de ce midi sera présentée par Dr Geneviève Matt, neurologue en musculaire. Dr Geneviève Matt est neurologue, elle a un doctorat en médecine Université de McGill de Montréal. Elle a un programme de formation complémentaire en médecine neuromusculaire à Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, Ohio. Elle est responsable de la clinique de SLA et maladies de neuromoteurs du CHUM depuis 2013. Elle est professeure adjoint de clinique au département des neurosciences de l'Université de Montréal, professeur adjoint de clinique, département de médecine, Université de Montréal. Elle est avec nous depuis 2010. Elle nous parlera du continuum de soins en sclérose latérale amyotrophique. Dr. Matt. Bien, merci pour l'introduction. Bonjour tout le monde, merci pour votre présence et merci aux gens qui sont en ligne. Donc, je vais parler là, de la clinique SLA, une de mes passions dans ma vie professionnelle. Et puis, donc, on va essayer de se garder du temps pour les questions. Donc, il y a peut-être des choses qui vont être vagues, mais vous poserez vos questions plus spécifiques, là. Donc, la sclérose latérale amyotrophique, en bref, c'est une maladie neuromusculaire dégénérative qui est incurable puis qui est rapidement évolutive. Puis comme je vais vous l'expliquer, c'est des patients qui progressivement perdent de la force, des habiletés dans un membre et ça se propage à tous les membres. Donc, éventuellement, ils peuvent devenir paralysés de leur corps, donc incapables de bouger leurs membres. Puis parfois, ça commence par une perte, une difficulté d'élocution. Donc, ils peuvent être incapables de s'exprimer. Donc, ils sont enfermés dans leur pensée, si on peut dire. Donc, c'est tout un défi. C'est une maladie qui évolue rapidement et c'est une clientèle qui a des besoins multiples. Donc, ça requiert des interventions, pas juste d'un médecin, mais en fait de toute l'équipe. Et bien, c'est une des grandes forces en neurologie et qu'on exploite aussi pour les patients qui souffrent de la SLA. Ça requiert une intervention multidisciplinaire et en fait, c'est même une des interventions qui a été démontrée qui améliorait la durée et la qualité de vie chez les patients SLA. Donc, le plan de présentation, c'est que je vais présenter la clinique de SLA du CHUM. On va survoler certains aspects cliniques, les traitements et la recherche qui fait ultimement partie également des traitements dans le contexte d'une maladie incurable. Donc, la clinique de SLA et des maladies du neurone moteur du CHUM a commencé à l'hôpital Saint-Luc à la fin des années 90. Donc, c'est feu Dr Monique Damour qui l'avait instigé, justement parce que ça répondait à un besoin pour ces patients-là. C'est l'ère où, justement, le riluzole est arrivé, le premier médicament qui a été démontré efficace dans la SLA. Et il y a Isabelle Talbot qui est ici, qui est une technicienne de MG qui collaborait étroitement avec Dr Damour, là, et dont on aime se rappeler le souvenir à l'occasion. Et puis, donc aujourd'hui, on est 3 neurologues spécialisés en médecine neuromusculaire qui contribuons à la clinique. Il y a moi, il y a Dr Karine Garneau et Dr Stéphane Bottez. On a une infirmière clinicienne, Mme Sophie Villemer, sans qui rien de tout ça serait possible. Malheureusement, justement, elle est en clinique en ce moment, là, mais c'est vraiment le pivot, la pierre angulaire là, de la clinique. Auparavant, c'était Suzy Jubinville, une ancienne de la clinique qui malheureusement ne peut plus travailler avec nous. Et puis, on a eu longtemps Mme Claire Lefebvre,
que beaucoup d'entre vous connaissent là, parce qu'elle œuvrait à Saint-Luc et a commencé à travailler avec Docteur Damour justement au début fin des années 2000-2010. Elle est toujours bénévole au CHUM d'ailleurs. On a une infirmière coordonnatrice pour la recherche, c'est maintenant Micheline Gravel, qui travaille avec nous depuis un peu plus de 6 mois. Elle était auparavant en épilepsie, là, donc c'est la même personne. Et on a un orthophoniste qui est dans notre noyau là, de consultants, M. Carl Larocque. Là. On a de nombreux collaborateurs sans qui ce ne serait pas possible. Les gens en physiologie respiratoire qui font les tests de fonction respiratoire parce que oui, la respiration est atteinte de par l'atteinte des muscles, le diaphragme, les muscles intercostaux. La nutrition qui nous aide avec l'instigation des nutritions entérales pour quand les patients ne peuvent plus avaler. La psychologie récemment. La gastroentérologie et la radiologie d'intervention pour l'installation des gastrostomies quand c'est requis. L'électrophysiologie, en fait, c'est le personnel en EMG, donc tous les techniciens qui sont souvent la première personne qu'ils rencontrent quand ils viennent au CHUM, quand ils sont référés, parce que souvent, pour donner une opinion juste aux patients, on aime leur faire un EMG, contrôler les données qui viennent d'ailleurs. Le département de pharmacie et de médecine de jour s'est retrouvé très impliqué dans la dernière année, vu le programme d'accès spécial pour l'Edaravone, donc un nouveau médicament dont je vais vous parler tout à l'heure. Le GIS, comme dans le groupe interdisciplinaire de soutien en rapport avec l'aide médicale à mourir, parce que, bon, comme on sait, la mort, ça fait partie de la vie. Et finalement, le CRCHUM, là, donc... dans notre hôpital, c'est important de réaliser qu'on est un centre académique et que autant les avancées technologiques que et de la connaissance se font pour les patients, mais aussi via le matériel que les patients et le temps que les patients nous donnent généreusement. On a des collaborations en externe parce que les patients, bien sûr, ils ne sont pas hospitalisés à vie pour ça. Les CLSC, pour tout ce qui est les soins qui peuvent se donner à domicile ou en communauté. Les centres de réadaptation, donc pour des ressources plus spécialisées comme les fauteuils roulants, les aides à la communication. Le PNAVD, Programme national des aides ventilatoires à domicile, qui fournit là, les appareils d'assistance respiratoire. Et la Société SLA Québec, dont on a 2 représentantes aujourd'hui, qui apporte un soutien psychosocial aux patients. Là. Ponctuellement, on a des collaborations aussi avec la neuropsychologie, comme on va voir tout à l'heure, il peut y avoir des symptômes cognitifs. La physiothérapie, l'ergothérapie, les physiatres, les pneumologues, les soins palliatifs, l'étage de neuro, parce que des fois, nos patients se retrouvent hospitalisés. Puis en fait, toute personne à qui on demande de l'aide. C'est ça qui est merveilleux ici, c'est qu'à chaque fois qu'on explique à la situation, on a toujours de l'aide et rapidement là, de tous les services de l'hôpital. Notre clinique est affiliée avec 2 grands réseaux. Le réseau canadien de recherche sur la SLA canadien, qui compte une 15aine de membres. Et le NEALS, le Northeast ALS Research Consortium, qui est une association de cliniques, surtout basée en Amérique du Nord, mais finalement, en 2019, c'est un groupe international. Il faut réaliser qu'au CRCHUM et dans le giron de l'Université de Montréal, on a des chercheurs de premier plan dans le domaine de la SLA. Donc, on a Dr. Pierre Drapeau, Dr. Alex Parker qui œuvrent ici au CRCHUM. Leurs travaux sont sur des modèles animaux relativement primitifs, là, comme des petits vers et des poissons zèbres, mais ce sont des systèmes qui nous permettent d'avancer rapidement là, pour découvrir des médicaments. Puis, ça a permis le début d'un essai clinique, le Pimoside, dont je vais vous parler un petit peu plus tard aujourd'hui. Dr. Van de Velde, qui, elle, est une biologiste cellulaire, mais qui s'intéresse justement aux premiers phénomènes au sein des cellules, au sein des neurones, là, qui commencent la SLA. Et Richard Robitaille, qui travaille à l'Université de Montréal, et lui s'intéresse beaucoup là, à la jonction neuromusculaire. Donc, puis quand on voit ces chercheurs-là ici au CHUM, bon, ça a l'air juste d'une réunion de service, mais quand on va à des réunions des Journal Club provinciaux, des réunions
pan-canadienne, ben, c'est les mêmes chercheurs, mais c'est parce que c'est vraiment les chercheurs de pointe dans le domaine, là. Donc, le but, nous, à la clinique SLA et maladie du neurone moteur du CHUM, ben, c'est de maintenir une vie autonome pour nos patients le plus longtemps possible, puis dans les meilleures conditions possibles. Donc, il y a beaucoup de vie, même si c'est une maladie incurable et éventuellement mortelle. Il faut se rappeler ça. Puis, préserver les gens là, dans ce qui est agréable, dans ce qu'ils aiment faire autant qu'on en est capable. Donc, la pierre angulaire, c'est vraiment une clinique multidisciplinaire. Donc, d'abord, ça permet un diagnostic précis et des réévaluations du diagnostic, parce que certains cas se présentent de façon un petit peu indifférenciée. On n'est pas certain que ça va être vraiment de la SLA. Aussi, ben, quand on dit autre maladie du neurone moteur, il y a des maladies qui ressemblent à la SLA, mais qui n'en sont pas. Donc, ça peut être important aussi de les reconnaître pour annoncer aux patients un pronostic qui est peut-être pas bon, mais peut-être un peu différent. Et comme ça, les gens peuvent s'actualiser puis faire certains choix en conséquence. Comme je vous disais tout à l'heure, les bénéfices d'une intervention multidisciplinaire ont été démontrés sur la qualité de vie et la survie. Ça permet un accès plus tôt aux différents traitements, et c'est probablement comme ça que tout ça arrive. L'accès au Riluzole, Riluzole, vous n'avez pas idée, même en 2019, même si ça fait 20 ans que le médicament a été approuvé, comment les gens en communauté, des fois, vont en parler comme si ça ne valait pas la peine. C'est vrai là, que ce n'est pas miraculeux du tout, mais dans le contexte, c'est tout ce qu'on a. L'édaravone, ça va peut-être devenir comme ça aussi, un nouveau médicament qui commence à être accessible, bien, qui commencera à être accessible. Donc, là encore, est-ce que les gens dans la communauté vont y avoir accès autant? Le Nuedexta, pour vous donner une idée, c'est une molécule qui n'est pas en vente au Canada. La compagnie n'a pas pour l'instant, en tout cas, on ne sait pas leurs intentions, mais c'est une molécule qui peut aider avec l'affect pseudobulbaire. C'est une combinaison de médicaments. Et puis, en fait, il y a beaucoup de gens qui s'en servent pas. Mais justement, les patients en voyant des médecins spécialisés dans le domaine peuvent dire, ben, pourraient avoir la chance d'essayer la combinaison, puisque les médicaments sont disponibles au Canada, mais pas dans le même comprimé. L'accès à la gastrostomie, au BIPAP, le moment de le faire, soit par indication, soit pour préserver les patients de complications, c'est des choses qui peuvent ne pas arriver quand les patients sont suivis dans la communauté. Puis aussi, bien, ça prend une coordination importante des soins avec les ressources locales, le CLSC, le centre de réadaptation, le but étant que le patient soit le plus près possible de chez lui. Donc, si on va à qu'est-ce que c'est la SLA, donc c'est une maladie neurodégénérative des systèmes moteurs volontaires qui va se manifester par une faiblesse progressive et qui a des signes du motoneurone supérieur et inférieur. Puis ça, c'est une vieille définition, puis ça demeure toujours tout à fait juste en 2019, là, plus de 150 ans plus tard. Les symptômes classiques, c'est une faiblesse musculaire. Puis habituellement, ce n'est pas tant de la faiblesse qu'une maladresse. Les patients vont remarquer qu'ils s'enfargent dans leurs orteils, vont remarquer qu'ils ont un peu de difficulté à manipuler des petits objets. Ça peut être une difficulté avec la diction, difficulté à avaler. Puis, plus rarement, des formes respiratoires ou axiales, donc des difficultés à respirer, ou une faiblesse du tronc. Les gens vont se retrouver de plus en plus voûtés. Donc, ça, ce sont des modes de présentation qui vont définir aussi la forme. Quand on parle d'SLA bulbaire, un patient qui commence par avoir de la difficulté à parler. Les crampes, les spasmes musculaires, les fasciculations font aussi partie de la présentation clinique habituelle. Tout ce qui fascicule n'est pas nécessairement de la SLA, mais c'est un des signes qui peut nous y faire penser. Il y a quelques symptômes non moteurs qui sont plus rares, qui ne sont pas la raison de présentation du patient, mais qui vont l'accompagner puis qui peuvent nous faire penser au diagnostic. Des urgences urinaires,
et puis aussi l'expression involontaire d'émotions, ce qu'on appelait autrefois l'affect pseudo-bulbaire, donc des pleurs, des rires exagérés. C'est congruent au contexte, mais seulement ça n'arrête plus, donc des rires, des pleurs spasmodiques. Les symptômes non moteurs sont reconnus depuis plus de 30 ans maintenant. On voit des démences frontales chez 5 à 10 des patients. Ça peut prendre plusieurs formes. Donc, la variante comportementale, le patient devient désinhibé, va parler à des gens qu'il ne connaît pas, se met à parler dans d'autres langues pour le fun, va devenir apathique. D'autres personnes vont avoir des troubles de langage, des aphasies primaires progressives. Puis ça, c'est dans 5 à 10 des cas. Il peut y avoir des troubles cognitifs jusqu'à 50 chez 50 des patients. Ça dépend bien sûr le mode d'évaluation puis combien sévère on est. Donc, peut-être que si on n'a pas pris notre café un matin, nous aussi, on pourrait sous-performer à certains tests. Donc, c'est à voir, mais ça devient un défi dans la relation avec les proches, les aidants. Quand on se retrouve avec un adulte mais qui a besoin d'aide, mais qui se met à agir comme un enfant de 3-4 ans, un peu désinhibé, un peu agité, vous pouvez imaginer que ça rajoute à la difficulté qui est déjà là. Et puis aussi, on peut se poser des fois des questions sur l'aptitude du patient à faire certains choix de vie, certains choix de soins. Par exemple, dans un contexte d'aide à mourir, d'aide médicale à mourir, puisque c'est le seul soin où on doit démontrer que le patient est apte à faire ce choix, ça peut devenir un défi. Donc, c'est là que des évaluations neuropsychologiques sont faites et adaptées là, selon les capacités du patient. Donc, autant avant, on mettait les démences frontales d'un côté, la SLA de l'autre côté, on se rend compte que c'est des maladies dans lesquelles il peut y avoir un certain chevauchement. Donc, on parle des pathologies du spectre démence frontotemporale, puis on parlera tout à l'heure de mutations génétiques qui peuvent s'exprimer là, aussi sur le continuum de phénotype clinique. Excusez-moi. Donc, comment fait-on le diagnostic de la SLA? C'est vraiment un diagnostic clinique. Donc, les neurologues, on aime beaucoup, en tout cas, j'espère qu'on aime, recueillir l'histoire du patient, puis examiner les patients. Et c'est vraiment là la clé. Il n'y a pas de sitôt qu'il y aura une imagerie ou un seul test diagnostique qui permettra le diagnostic. Habituellement, il y a une présentation, un problème clinique qui va nous faire penser que ça peut être de la SLA. Par exemple, un pied tombant, mais pas de douleur, pas d'atteinte sensitive, une main maladroite avec une atrophie progressive de la main, une dysarthrie progressive qui ne commence pas du jour au lendemain comme un AVC, par exemple. Les signes, c'est vraiment basé sur l'organisation du système nerveux central. Donc, on a 2 neurones moteurs, en bref, qui nous permettent de faire un mouvement volontaire. Donc, un neurone qui part du cortex moteur, qui croise, va dans la moelle épinière jusqu'à la corne antérieure, qu'on appelle, donc la partie en avant, et qui va toucher un autre neurone qui, lui, fait le nerf, la composante motrice, jusqu'à la main. Donc ça, c'est les deux neurones. Et puis, selon lequel est atteint, ça va nous donner des signes cliniques différents. Donc, c'est vraiment l'essence de la neurologie quand on examine un patient. Où est la lésion? Mais là, c'est trouver quels systèmes sont impliqués. Donc, les signes du motoneurone supérieur, c'est quand on voit une faiblesse, mais des réflexes qui sont augmentés, une spasticité, un tonus augmenté. Le motoneurone inférieur, c'est quand il y a de la faiblesse avec de l'atrophie et ou des fasciculations. Et c'est très rare les maladies en neurologie qui vont donner les 2 types de signes dans le même segment. Donc, ça, c'est un gros indice là, quand on examine un patient. Donc, c'est vraiment très important. C'est un examen qui est relativement détaillé parce qu'il y a plusieurs mimiques de la SLA.
On utilise des tests diagnostiques, mais c'est surtout pour exclure d'autres pathologies qui pourraient donner le change. Donc, la résonance magnétique puis les prises de sang. Donc, par exemple, un patient pourrait avoir une sténose spinale, avoir fait un AVC, plus avoir des radiculopathies sur un mauvais dos. Une maladie comme la myasthénie grave avec des anticorps anti-musc, qui est très rare, encore plus rare en fait, là. Une méningite carcinomateuse, par exemple, quelqu'un a mal à la tête, ben, oups, peut-être sa dysarthrie, c'est pas une SLA, c'est peut-être plus un problème acquis. L'EMG va servir à supporter le diagnostic. Donc, on voit si on a des signes de perte de neurones, les axones, autant aigus et chroniques, parce que c'est un processus progressif. Donc, le système nerveux essaie de compenser la perte. On peut analyser les fasciculations, puis dire si elles sont complexes à notre sens ou pas. Puis ça nous permet d'exclure qu'il y ait une maladie sensitive significative, des blocs de conduction qui nous diraient « Ah, c'est peut-être une pathologie inflammatoire qui se soigne ». Et puis, ça nous permet de dire combien le neurone moteur est atteint là, de façon semi-quantitative. On a des critères diagnostiques. C'est vraiment plus pour une discussion collégiale ou pour l'entrée dans des critères de recherche. Donc, c'est selon le nombre de régions du corps qui sont affectées par des signes du motoneurone supérieur ou pas, ou inférieur. On a des critères d'Awaji qui ont été utilisés, qui sont plus ou moins utilisés en clinique, là, mais qui ont certains avantages. Et puis, c'est ça. Puis pour vous dire comment les critères, on n'est pas moins certain que le patient a la SLA, mais si on utilise des critères, si on attend qu'on ait un degré de probabilité là, probable ou incertain, il y a quand même 10% là, des patients qui demeurent seulement à possible quand ils décèdent. Donc, c'est assez limite. Donc, il faut réaliser que le processus de diagnostic de la SLA, c'est quand même un peu ardu pour les patients. Parce que des fois, les premiers signes et symptômes ne sont pas reconnus par les professionnels de la santé. Ils se font dire que c'est juste un tunnel carpien, leur main faible, que ça doit être leur dos, que c'est une capsulite, c'est un syndrome épaule-main, alors que ça ne fait pas si mal que ça. Ça implique plusieurs tests demandés à tort ou à raison, là, dépendamment de la présentation clinique. Les avis sont parfois contradictoires entre les cliniciens. Et malheureusement, en 2019, il n'existe pas de test de confirmation. Donc, c'est vraiment un diagnostic clinique principalement, puis l'exclusion de d'autres conditions. On travaille sur des biomarqueurs qui pourraient nous permettre un diagnostic plus hâtif, là. Mais pour l'instant, ce n'est pas présent, c'est pas utilisable au quotidien. Bien sûr, l'annonce du diagnostic, ça vient comme un choc pour beaucoup de personnes. On utilise un processus d'annonce de mauvaises nouvelles. Donc, le point de départ étant la perception du patient, sa compréhension, et on part de là. On valide toujours ce qu'ils comprennent, combien ils sont confortables, combien ils veulent en savoir plus. Je pense que c'est toujours important d'être honnête, de répondre aux questions, puis on offre un suivi rapproché, puis on se rend disponible là, pour leurs questions suite à l'annonce du diagnostic. Puis ensuite, bien sûr, ils sont suivis à la clinique, là. En termes d'épidémiologie, ça touche qui, la SLA? Ça touche tout le monde. Mais le pic est surtout vers la soixantaine, donc les adultes là, de 55 à 75 ans. On a rarement des cas d'adolescents ou de personnes très âgées. Il y a un peu plus d'hommes que de femmes, surtout dans les patients plus jeunes. L'incidence est d'environ 2 patients sur 100 000, 2 nouveaux cas sur 100 000 de population par an. La progression est donc sur des mois, des années. 5 ans après le début des symptômes, là, souvent définis comme la faiblesse, il y a environ 25% des patients qui sont toujours avec nous. Une survie à 10 ans d'environ 10%. Donc, la survie médiane est à peu près de 3 ans. Là. Donc, on annonce à peu près 3 à 5 ans aux patients. Quelles sont les causes? Donc, on ne le sait pas. Non, c'est pas vrai. On a des idées, mais quand même rien de bien précis, rien de modifiable qui a été identifié encore.
Donc, 80 à 90 des cas sont sporadiques, il n'y a pas d'histoire familiale. Et les cas génétiques peuvent compter jusqu'à 10 à 20 des cas selon les populations. On va parler d'SLA familial quand il y a 2 parents du premier degré dans une même famille atteints. Les causes génétiques nous donnent un grand indice là, de ce qui pourrait être la cause de la pathogénèse. La première description est le SOD1, qui compte seulement pour 20 des patients, et c'est probablement moins que ça là, dans la population québécoise. Le C9ORF72 est le nouveau gène, là, en fait le gène décrit en 2011 qui explique probablement la plupart des cas familiaux. Et justement, c'est un phénotype qui se présente avec des troubles cognitifs parfois. Donc, on peut avoir donc, quand on fait un arbre généalogique, il faut essayer de chercher plus loin que juste la SLA. Il faut voir est-ce qu'il y a des gens qui avaient des démences. Ah oui, Alzheimer, mais ils se comportaient comment? Puis des fois, on va se rendre compte que ça n'avait pas l'air d'une démence Alzheimer typique. Les autres gènes, FOS et TDP43, qui peut donner une démence aussi. Le FOS aussi ont des atteintes cognitives. Et le nouveau gène, c'est KIF5A qui a été décrit il y a environ 2 ans, qui est présent là, chez 3 à 5 des cas. Il y a au total une vingtaine de gènes identifiés, puis qui sont dans plusieurs familles de protéines là, qui ont différentes fonctions dans les neurones. Donc, ça nous donne des indices sur ce qui peut bien se passer. Par exemple, il y en a qui servent au transport à l'intérieur du neurone. On se rend compte là, que un neurone moteur, ça peut avoir plus d'1 mètre de long, là, quand ça part de la moelle épinière pour aller jusqu'au bout du doigt. Là. Donc, c'est très important. Il y en a qui sont plus dans l'énergie, d'autres qui sont plus dans la réaction au stress de la cellule, puis d'autres dans le processing de l'ARN, donc le trafic des messages là, à l'intérieur de la cellule. Rarement, on va identifier des mutations dans les patients qui ont une SLA sporadique. Donc, ça commence à être... C'est d'intérêt... En fait, ce sera plus d'intérêt quand on aura des traitements pour les formes génétiques, mais puisque c'est à nos portes, on va probablement voir un petit peu plus de screening génétique là, pour ces patients. Ce qu'on observe, en fait, sur ce qui cause la SLA, c'est en fait une mort neuronale, une mort cellulaire programmée qui est déclenchée par plusieurs choses, soit de l'excitotoxicité, donc les neurones deviennent un peu irritables, on a des évidences de ça. Est-ce qu'il y a trop de calcium dans la cellule? On l'a documenté, les mitochondries semblent mal fonctionner. Puis il y a différents signes d'inflammation dans le cerveau, pas de l'inflammation comme la sclérose en plaques, plutôt au milieu local, là, très près des neurones moteurs. Mais il y a beaucoup de mécanismes qui peuvent mener à ces dérèglements-là, donc c'est pas... il n'y a peut-être pas une seule cause de la SLA, il y a probablement plusieurs SLA. Donc, c'est un peu ma thèse, là, qu'il y a beaucoup... oui, ça finit par tout mener à des phénotypes semblables. Pathologiquement, ça finit par tout se ressembler, mais probablement qu'à l'origine, c'est pas pareil. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne trouve pas de remède. On met ensemble là, des gens. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre un jeune homme avec un pied tombant puis une dame âgée avec une dysarthrie? Les deux s'appellent la SLA, mais c'est tellement différent au départ. Il y a peut-être une des clés qui est là en subdivisant les groupes de patients. C'est ça, c'est un peu ce que je vous disais. Là, il y en a beaucoup, on va en sauter un peu. Bon, dans les causes un peu plus concrètes dans la vie des gens, est-ce que les traumas crâniens le favorisent? C'est pas si clair. Il y a l'encéphalopathie traumatique qui est un peu différente. Les athlètes professionnels semblent en avoir un peu plus, une surreprésentation aussi chez les marathoniens, donc, et les triathlètes, donc peut-être un stress oxydatif trop important, des expositions toxiques. Il n'y a jamais eu d'études de population qui a été positive, là, sauf une, mais encore là, c'est pas causatif, où au Michigan, on a regardé la carte selon les codes postaux des patients SLA, puis les rapports de toxicologie du sol, puis bon, les endroits plus
Les endroits plus contaminés semblaient avoir plus de patients SLA. Mais il n'y a rien de modifiable qui a été identifié à ce jour. Il y a aussi des gènes de susceptibilité à la SLA, donc qui ne sont pas causatifs, qui ont été identifiés, mais on ne sait pas encore c'est quoi l'agent ou l'événement qui va déclencher la SLA chez ces patients-là. Donc, on est un peu dans l'inconnu. Donc, la SLA est incurable, comme je vous disais tout à l'heure, mais il y a quand même beaucoup à faire pour nos patients. Donc, les traitements, c'est pas juste moi qui ai inventé ça, c'est pas moi qui ai juste appris ça de Docteur d'Amour puis d'où je suis allée faire mon entraînement. C'est quand même guidé là, par des recommandations, l'American Academy of Neurology, la Société européenne de neurologie, il y a des guidelines canadiens qui s'en viennent. Donc, le patient a besoin d'un suivi régulier, aux 3 à 6 mois. Des patients qu'on voit plus souvent selon leur évolution, selon leur choix aussi. Donc, idéalement avec un neurologue. Il y a des physiatres dans d'autres milieux qui font des suivis de patients SLA. Et le but, c'est vraiment de maintenir les acquis puis la qualité de vie. Ça prend un suivi médici avec des liens avec la communauté, comme je vous disais. Le Riluzole est actuellement le seul médicament approuvé et qui est sur les tablettes des pharmacies en ce moment au Canada. Ça ralentit modestement la progression de la maladie. Donc, on parle d'une augmentation de la survie d'à peu près 2 à 3 mois chez les patients qui y ont pris pendant 18 mois, là, si on se fie aux études. Les effets secondaires sont relativement rares. Il y a quand même un monitoring de la fonction hépatique puis de la formule sanguine qu'on doit faire à peu près au mois au début, puis ensuite aux 3 mois. Mais c'est quand même très rare là, que ce soit mal toléré. Et oui, c'est ça. Je reviendrai sur l'autre médicament, l'édaravone, tout à l'heure, parce que, disons, on entre là, dans d'autres considérations, puis peut-être que les gens vont avoir beaucoup de questions ensuite. La physiothérapie peut aider, prévenir les blessures, soulager la spasticité, la conservation de l'énergie. Dans le rôle de maintien de force, il semble que de la résistance légère soit sécuritaire. Est-ce que ça aide vraiment? C'est pour ça que classiquement, on a plus suggéré des exercices en endurance, mais bon, c'est à voir. Les ergothérapeutes sont très précieux là, pour remédier à la perte d'autonomie, adapter le domicile, les aides techniques. C'est important de remédier à la douleur physique. C'est pas un symptôme de la maladie, sauf exception. C'est rarement des signes de progression. C'est vraiment plus pour les complications. C'est vraiment plus s'intéresser à ce qu'il y a une complication, une capsulite. C'est ça. Comme vous pouvez imaginer, il y a quand même une certaine détresse à se faire annoncer ce diagnostic-là puis vivre avec cette maladie-là. Donc, c'est pour ça que c'est important de remédier à la douleur morale. Parfois, au-delà de la réaction de deuil, il y a de l'anxiété ou une dépression qui peut être un degré là, pathologique qui empêche les patients de profiter de ce qu'ils ont. Donc, les consultations avec des professionnels de la santé mentale s'imposent. Lorsque le patient présente une atteinte respiratoire, en fait, il faut l'évaluer, la suivre avant que ça se produise. Donc, c'est là que la physiologie respiratoire entre en ligne de compte. On peut introduire un BiPAP. Ça peut augmenter la survie là, de 9 mois environ chez les patients qui ont surtout une atteinte spinale. Les patients bulbaires en bénéficient aussi, là. Et ça augmente la qualité de la vie. Le pacing diaphragmatique pourrait être envisagé, mais je dois dire que les études, puis aussi ce que ça implique, me font dire que c'est probablement pas une option, là. Si on a une atteinte de déglutition, une perte de poids importante, des risques d'aspiration, on peut penser à mettre une gastrostomie, une jéjunostomie. Bien sûr, avant ça, il y a un dépistage, puis une évaluation, beaucoup de mesures compensatoires qu'on peut mettre en place, puis favoriser un choix d'aliments là, sécuritaires, puis qui offre une nutrition appropriée aux patients.
Aussi, il y a différentes interventions qu'on peut faire pour permettre aux patients de communiquer jusqu'à la fin. Donc, on est loin des tableaux de communication, mais chez certains patients, des fois, c'est plus pratique, là, donc pointer des choses sur un tableau. On a des outils comme simplement les tablettes qui peuvent parler pour les patients, des claviers, mais il y a même des appareils qui peuvent se contrôler avec le mouvement des yeux. Donc, on a fait une évaluation neuropsychologique avancée avec ça, pour vous donner une idée. Donc, la patiente pouvait choisir ses réponses puis s'exprimer avec ce moyen-là. Les soins infirmiers, mais c'est important dans le fond pour évaluer les problèmes en première ligne, par exemple Sophie en clinique, des tâches particulières, coordination des soins, travail social dans le support, mais aussi aider le patient à organiser sa relocalisation, le maintien à domicile, différentes ressources qui peuvent être utiles, des choses à penser, crédit d'impôt, subventions, des choses comme ça. En termes de traitement médical de symptômes, bien, il y a plusieurs options, mais pour plusieurs problèmes là, que je ne détaillerai pas nécessairement. Mais la spasticité, on peut aider, les crampes, la salivation excessive, les incontinences, l'exposition involontaire d'émotions. La mémoire, moins, là, disons, comportement, qui peut parfois être aidé. Là. Le nouveau traitement là, dont beaucoup de gens ont entendu parler ces derniers mois, années, c'est l'Edaravone, qui a été, en tout cas, qui est devenu d'actualité plus pressante au Canada là, depuis le printemps 2017. Donc, c'est quand les États-Unis l'ont approuvé. Et puis là, ça a été une traînée de poule, là, une traînée de poudre. Bon. Donc, ça, c'est en fait l'abstract où les auteurs ont eu pour la première fois la chance de nous expliquer comment que ça avait fonctionné, là, ce médicament-là. Ça a été approuvé au Japon en juin 2015. Donc, c'est là qu'en fait, on a commencé à être un peu plus au courant. C'est un médicament qui est utilisé en AVC aigu au Japon puis d'autres pays d'Asie. Et il l'utilise en neuroprotecteur, une stratégie qui a été un peu délaissée là, par le champ des AVC, mais à laquelle on revient depuis l'avènement de la thrombolyse. Mais c'est un traitement quand même assez exigeant. Là. On le donne en intraveineuse, c'est une perfusion tous les jours, pendant 14 jours. On arrête 2 semaines et on recommence pour des cycles comme ça. L'étude est une reproduction. En fait, pourquoi on l'a commercialisé, c'est que dans un sous-groupe, il y avait dans une étude ancienne, il y avait un signal chez certains patients SLA. Donc, on est allé voir si ça se reproduisait dans cette étude-là qui a finalement été publiée par écrit plus tard en 2017. Donc, c'est quand même un petit nombre de patients, 137 patients qui étaient séparés en 2 groupes et qui n'étaient pas très avancés dans leur maladie. Peu ou pas d'atteinte respiratoire. Et on les a observés 12 semaines pour voir leur vitesse d'évolution, s'assurer qu'ils répondaient aux critères, et ensuite on leur a donné des traitements pendant 6 mois. Donc, l'outil qui a été utilisé, c'est voir la vitesse d'évolution selon une échelle fonctionnelle qu'on fait à chaque visite en clinique pour dépister les problèmes puis voir l'évolution. Donc, les patients sous Edaravone avaient perdu 5 points en 6 mois et les patients sous placebo en avaient perdu 7,5. Donc, 2,5 points de moins perdus. Sur notre échelle, là, ça peut être la différence entre être capable de marcher sans canne puis ne pas être capable de monter un escalier. Donc, ça fait quand même un changement là, au quotidien. C'est peu, ça fait comme une diminution de la progression d'à peu près 33% en vitesse. Les patients progressent quand même, mais dans notre contexte, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc, au Japon, ils ont mis des critères quand même relativement stricts. Là. Puis, il faut faire attention aux enzymes hépatiques, insuffisance rénale, thrombopénie, rash. Je dois dire que notre expérience à date avec le médicament, il n'y a pas de
pas eu de réaction tellement. Ça a bien été. Donc, je vais effleurer le sujet des essais cliniques. Donc, moi, c'est une autre de mes passions, là, puis aussi un endroit où je me sens utile pour aider les patients avec la SLA, trouver un remède. Donc, le but, c'est de trouver une molécule qui a un effet sur la maladie et le démontrer. Il faut aussi que ce soit sécuritaire et tolérable, bien sûr. Donc, comment on fait ça? C'est en comparant deux groupes de patients. Un groupe qui a le traitement, puis un groupe qui a le placebo. En général, c'est comme ça qu'on fonctionne pour l'instant en neurologie, en SLA. Il y a d'autres sortes de design d'études là, dont je n'ai pas les compétences pour vous les expliquer en détail aujourd'hui. Bon, ça, c'est un bref aperçu de ce qu'on a essayé en SLA et qui ne fonctionne pas. Donc, vous voyez, ça se promène avec plusieurs cibles. Récemment, en fait, bon, il y en a des moins récents là-dedans, mais la ceftriaxone, le dexpramipelson, Benefit et LS, donc toutes sortes de choses aussi là, qui n'ont pas fonctionné. Pour tout patient qui cherche une étude, bien sûr, le mieux, c'est d'en parler à son médecin, premièrement. Dans un deuxième temps, on peut chercher sur clinicaltrials.gov. En fait, c'est bon pour toute maladie également, là. Donc, toute étude sérieuse va être répertoriée dans ce site-là. Sinon, ALS Untangled, qui est un excellent site web où on explique la science derrière certaines molécules, interventions qui pourraient aider la SLA. Et c'est un peu comme les Mythbusters en neurologie, mais il y en a qui sont plausibles, c'est juste qu'on n'a pas d'essai clinique pour le démontrer, on n'a pas assez d'évidence pour le recommander ou dissuader les patients d'essayer. Couramment au CHUM, il y a 3 essais cliniques qui recrutent, soit l'étude du pimoside. Donc, le pimoside, l'ORAP, c'est un ancien antipsychotique. Et dans un essai sur des modèles animaux, on a démontré qu'il y avait un changement, que ça sauvait les animaux atteints de SLA, là, une forme génétique. Donc, c'est pour ça qu'on fait un essai clinique chez les humains. La phase 1 s'est passée à Calgary et maintenant, le CHUM est actif dans la phase 2. Donc, on voit des patients dans ce protocole-là. Le lévosimendan, qui est une autre molécule, on évalue surtout l'effet sur la fonction respiratoire. Aussi la CTH, pour voir si ça modifie le cours de la maladie. C'est intéressant parce qu'il mesure aussi, en plus des symptômes moteurs, les effets cognitifs. Donc, ça pourrait être intéressant. Un autre protocole, c'est Y5022, qui est terminé maintenant, dont on finit la correction des données, là, et on verra qu'est-ce que ça donne. Et incessamment, la biobanque avec Christine Valdevelde là, pour le recueil d'échantillons de patients biologiques des patients SLA. Donc, je vous remercie de votre attention. C'est beaucoup d'informations. Ça suscite sûrement des questions. Voici nos coordonnées, comment nous trouver pour tout patient ou question, ou toute personne qui a le goût de s'impliquer, qui pense qu'il pourrait apporter quelque chose à notre clinique. Merci. Avez-vous des questions? Bonjour, Dr. Matt. Vous dites en cours en ce moment au CHUM, il y a à peu près 5 essais cliniques, là, de ce que je comprends à la fin. Qu'est-ce qui fait qu'un patient, on va tenter telle molécule versus une autre parmi les 5 qui sont en cours? Habituellement, donc, il faut se demander si le patient est intéressé par la recherche. Donc, si oui, je donne ses coordonnées à Micheline Gravel, l'infirmière coordonnatrice, et elle va regarder les données, elle va demander au patient si elle consulte les informations et elle regarde à quel projet le patient pourrait être éligible, a priori. Donc, et on présente au patient les formulaires d'information et consentement pour les études auxquelles on pense qu'il serait éligible. Et là, le patient s'informe et selon ses valeurs, ses priorités, va choisir de participer ou pas et à quel projet. On répond à leurs questions. On essaie, on n'a pas d'a priori quel projet est le mieux nécessairement.
Mais c'est quand même rare qu'on ait autant de choix. Habituellement, on recrutait un projet à la fois, mais là, tout d'un coup, c'est ça. Il y a plein de molécules à l'essai. Oui, on a une question sur Facebook, Dr Matt. Y a-t-il de l'espoir pour les prochaines générations? Oui. Oui, non, mais c'est vrai, on regarde des jeunes patients qui ont des enfants, puis une des raisons pour lesquelles on travaille si fort là-dessus, c'est qu'on ne veut pas que nos enfants perdent des gens qu'ils aiment à la SLA. Donc, oui, en fait, pour les formes génétiques, on va vers des traitements d'oligonucléotides antisens, donc des approches qui semblent assez prometteuses dans d'autres maladies. Donc, probablement dans la SLA, ça pourrait être utile. C'est sûr, pour l'instant, on étudie surtout les formes génétiques parce que c'est là que c'est le plus clair qu'il y aurait une action. Puis probablement aussi que la solution va être un peu un cocktail de médicaments, là. Donc, on a parlé du Riluzole, mais il faut réaliser que ce médicament-là a été essayé dans le Riluzole, puis on parle aussi de l'Edaravone, mais l'Edaravone, il faut réaliser qu'il a été testé dans une population 90% des patients prenaient le Riluzole, là. Ceux qui ne le prenaient pas, c'était vraiment parce qu'il y avait des raisons majeures autres, là. Donc, c'est probablement une combinaison de tout ça, là. Puis, selon les données sur la neuroinflammation sont très intéressantes et probablement que certains patients pourraient répondre à certaines thérapies immunes, là. On avait une autre question sur Facebook, à moins qu'il y en ait une dans la salle encore. OK, je viendrai te voir après. Question d'une personne qui dit qu'elle a manqué le début de la conférence, donc elle pourra la réécouter par la suite. Elle pose la question suivante. Qu'est-ce que la SLP? Y a-t-il une forme de SLA plus sujette aux troubles cognitifs? Donc, la sclérose latérale, SLP, c'est sclérose latérale primaire. La sclérose latérale amyotrophique est probablement plus sujette aux troubles cognitifs que la sclérose latérale amyotrophique. La sclérose latérale primaire, cependant, on doit réaliser que c'est une maladie qui est à peu près 10 fois moins fréquente, puis peut-être même encore plus rare que la SLA. Donc, c'est une maladie où on développe des symptômes moteurs, mais seulement motoneurones supérieurs. Le patient doit avoir aucun signe du motoneurone inférieur pendant dans les 3 premières années d'évolution. Puis, ça a une survie beaucoup plus longue en moyenne. Mais pour ce qui est de l'atteinte cognitive dans la SLP, elle n'est pas reconnue, mais je pense qu'il y a peut-être disons, elle n'est pas aussi évidente, puis c'est peut-être aussi faute d'évaluation poussée vu la rareté de cette clientèle-là. Ça peut paraître niaiseux comme question, là, je m'en excuse d'avance. Soit au niveau de la conscientisation de la population générale ou encore dans les fonds de recherche, est-ce que ça a servi à quelque chose, le Ice Bucket Challenge? Ça a-tu changé les perceptions des gens ou amené plus d'argent dans la recherche? Oui, en fait, sur le coup, il n'y a jamais eu de collecte de fonds aussi qui a eu autant de succès pour la sclérose latérale amyotrophique. Donc, c'est assez clair que ça a changé quelque chose. Aussi, c'est que quand on recueille des dons, ben tout d'un coup, ça encourage d'autres organismes à contribuer. Donc, par exemple, l'argent qui a été donné au Ice Bucket Challenge, qui a été recueilli par les différentes sociétés provinciales, Brain Canada, a égalé une partie des dons. Je m'excuse. Oui, donc c'est ça, ils ont égalé les dons. Puis, est-ce que ça a changé quelque chose au niveau du public? Oui, je pense que les gens savent un peu plus de quoi on parle. Moi, en tout cas, j'ai pu à m'expliquer à Noël qu'est-ce que je fais dans la vie. Donc... On a une autre question sur Facebook, Dr Matt. Combien y a-t-il de patients SLA au CHUM annuellement? Donc, on a environ 100 dossiers actifs en ce moment, puis plus de 50 évaluations par an. C'est sûr qu'il y a des patients, faute à cause de la distance, ne peuvent pas continuer leur suivi chez nous, là. Merci beaucoup, Dr. Matt. Merci.